Cette année, le fonds enregistre à peu près, à ce jour, 1300 hectares de dégâts. Nous pensons que d'ici la fin de l'année, nous allons tourner autour de 1500 hectares, 1500, 1600 hectares de dégâts. Dont un tiers quand même, c'est les prairies, hein, c'est pas que le maïs. On a une explosion aussi sur les dégâts de blé, donc c'est presque un record. Parce que nous avons eu premièrement un temps pluvieux. Les semis de maïs, vu la température qu'il a fait, ont mis énormément de temps à lever. Donc les sangliers ont eu tout loisir à se servir dans les champs et à se nourrir dans les champs. Le manque de fruits forestiers et le manque d'agrénage pendant la période hivernale a également donc favorisé les dégâts de sangliers. Quelle que soit la population, hein, les sangliers étaient affamés. Et quand ils sont affamés, ils font beaucoup de dégâts. C'est ce qui s'est passé, du moins, pendant tout le printemps. Et donc, ils ont cherché le complément dans les cultures, notamment dans les champs de blé et dans les semis de maïs. On a répertorié une cinquantaine de chasses où il y a vraiment des problèmes récurrents depuis un certain nombre d'années. Sur 1200, donc c'est pas énorme, mais seulement en surface et en dégâts, ça représente quand même 50% des dégâts, ce qui est par contre là énorme. Alors la surface de maïs depuis cette année est en baisse. De toute façon, avec la PAC, la chrysomèle, on fait moins de maïs, hein, ça c'est une évidence. L'année dernière, c'était exceptionnel avec les gels de blé. Mais ça fait quelques années que la surface de maïs est en baisse. Après, dire que c'est la faute du maïs, ça c'est quand même très fort parce que en Moselle, où il y a très peu de maïs, ils ont exactement les mêmes problèmes que nous et dans beaucoup de départements français aussi. Donc le maïs, c'est pour moi juste un prétexte pour les chasseurs. Ça, il faut qu'ils arrêtent de mettre en avant cet argument. Pour nous, c'est plus quelques chasses qui sont vraiment très mal gérées et ça, on ne peut plus l'accepter. Moi, je suis sur un système entièrement en herbe, donc que des prairies, des vaches allaitantes. Et sur Saint-Pierre-Bois, on est très entouré de forêts. Donc au niveau des cultures, à la rigueur, sans froisser personne, on va avoir des dégâts et en automne, donc ça sera labouré et au printemps, on repart sur des nouvelles bases. Alors que sur une prairie qui est implantée depuis très longtemps et qui restera en prairie encore très longtemps, on aura encore, malgré tout l'effort qu'on fait de remise en état, on aura encore des imperfections et donc des difficultés à faucher et à entretenir ces parcelles, quoi. La clôture peut être une solution qui est très efficace, mais avant de poser une clôture, il faut qu'il y ait un dialogue et il faut que, avec les chasseurs, avec la mairie et avec tous les acteurs du territoire, quoi, on en discute, qu'on fasse des efforts ensemble et mettre des clôtures à des positions stratégiques et pas comme ce que je fais actuellement, l'agriculteur buté, il met des clôtures partout parce que il n'a pas d'autre solution et parce qu'il n'est pas écouté, parce qu'il n'y a pas de dialogue. C'est vraiment trouver des solutions au cas par cas, terrain par terrain et chasse par chasse et agriculteur par agriculteur. En 2002, on avait déjà 1600 hectares, et puis après, c'est retombé. En 2008, on avait à nouveau frôlé les 1600 hectares de dégâts, et puis après, c'est retombé. Hein. Il y a peut-être eu un relâchement aussi à un moment donné des chasseurs à ce moment-là, et qui ont dit wow, peut-être qu'il y a moins de sangliers, peut-être qu'on va laisser un petit peu plus filer. Je pense que même si on descend à des chiffres corrects, il faut maintenir une pression de chasse parce que le sanglier, c'est quelque chose qui se multiplie très très rapidement. À une année à très fort dégâts, les chasseurs ils tirent, hein, ils sont sensibilisés.
c'est aussi pour leur portefeuille, hein, parce que s'ils en ont trop, ils sont obligés de payer beaucoup plus de dégâts. Et normalement, il y a des pics comme ça, conjoncturels, avec la géographie, aussi la population. Voyez. Et donc, moi, j'ai fort espoir que l'année prochaine, il y aura une chute des dégâts. Alors, dans le Bas-Rhin, il y a quelques 1200 lots de chasse qui sont attribués en adjudication ou en gré à gré aux différents locataires de chasse, aux différentes sociétés de chasse. Ces 1200 lots de chasse rapportent à peu près 7 500 000 euros par an aux communes et à l'Office national des forêts. Hein. Donc le fonds d'indemnisation des dégâts de sangliers est chargé de constater les dégâts commis par les sangliers sur le terrain, donc et aux terres agricoles. Ensuite, ces dégâts sont transformés en valeur, donc en argent, et le fonds a également donc la mission de récolter cet argent auprès des chasseurs pour pouvoir indemniser les agriculteurs. Le fonds d'indemnisation des dégâts, il récolte donc les 12% du prix des baux. Le timbre sanglier pour tout chasseur qui chasse le sanglier dans le Bas-Rhin, c'est-à-dire c'est 70 euros. Et si ça ne suffit pas, et ça ne suffit jamais, il y a encore une sectorisation où les chasseurs, selon les dégâts de leur secteur géographique, sont obligés de payer de 2 euros l'hectare à 70 ou 80 euros l'hectare selon les dégâts, selon la zone. Voilà, tout ça pour pouvoir payer les dégâts que les sangliers font aux agriculteurs. Les relations chasseurs-agriculteurs ont toujours été relativement bonnes. Hein. C'est vrai que les années où il y a énormément de dégâts, les agriculteurs sont mécontents. Et je les comprends. Hein. Ils sèment, c'est pour récolter. Ils ne sèment pas pour nourrir le sanglier. Voilà. Hein. Alors, c'est vrai, alors ça fait des frictions. Bon, bien sûr, des frictions parce que le chasseur voudrait payer moins, hein, puisque ça sort de sa poche. L'agriculteur ne voudrait pas être non plus le dindon de la farce et perdre du revenu. Alors, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a un peu des frictions, mais ça s'est toujours arrangé dans le Bas-Rhin. Et je compte sur le bon sens des agriculteurs et celui des chasseurs pour trouver un modus vivendi, comme toujours. Là, pour l'instant, nous avons toujours eu, jusqu'à cette année, des relations relativement correctes avec le monde agricole. Cette année, avec les difficultés que nous avons connues, donc l'augmentation des surfaces au niveau des dégâts, nous avons demandé, et nous demandons depuis longtemps aux agriculteurs de nous aider un peu dans la démarche qui est la lutte contre les dégâts de sangliers. Les agriculteurs ont posé une fin de non-recevoir, ne voulaient même pas discuter. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, les choses vont empirer dans les prochaines années et que les relations vont se détériorer. La situation qu'on a vécue ces dernières semaines n'était bon pour personne. Je pense que de chaque côté, on s'en est bien rendu compte et qu'il fallait trouver une solution. Maintenant, c'est sûr que les négociations à venir vont être tout aussi dures que ce qu'on a vécu. On ne se fait pas d'illusions. Hein. Depuis des années, c'est comme ça et ça restera comme ça. Maintenant, il faut, à mon avis, qu'on n'arrive plus à avoir cette situation de blocage qu'on avait, quoi. Ça, c'est une évidence. C'est pas bon. Et je pense que maintenant, les gens se connaissent peut-être un peu mieux. C'est vrai qu'on était peut-être un peu jeunes. Mais je crois que... Je suis quand même assez confiant à ce niveau-là pour l'avenir. C'est deux mondes peut-être différents, mais qu'il faut essayer d'allier et de
de faire des choses ensemble, quoi. Et pas chacun dans son coin en train de grogner parce que le paysan il fout des clôtures et parce que le chasseur il tire pas assez, qu'il n'y a pas de dégâts. On a chacun nos contraintes, on a chacun nos problématiques, mais il faut réussir à se mettre autour d'une table et à faire quelque chose ensemble, quoi. C'est vrai que certaines associations de chasse qui ont un fort taux de partenaires parisiens, ils ont tendance à ne pas tirer en été et à garder les sangliers pour leurs partenaires de l'intérieur, ou leurs partenaires allemands, pour qu'eux, ils aient des battues fructueuses. Parce que vous savez, il y a le partenaire parisien, et ben, quand il vient 4 fois en Alsace et qu'il n'a pas eu l'occasion de tirer, ben, il payera plus sa part. Mais il mettra donc la société en difficulté. Les hommes de paille, déjà dans l'ancien cahier de charges, étaient normalement pas tolérés. Donc, aujourd'hui, il en existe. Maintenant, à voir dans les prochaines ratifications si effectivement le phénomène continue à se développer ou pas. Mais il faut savoir que maintenant, à l'intérieur de la France et dans le restant de la France, il y a autant de sangliers que dans notre département. Donc on n'a pas l'exclusivité du sanglier. Et les gens autour de Paris peuvent chasser le sanglier de la même manière que nous le chassons en Alsace. Des gens qui sont rarement en Alsace, là, c'est un peu plus difficile de discuter avec eux. Ça, on en est bien conscient. Mais il va falloir aussi trouver une solution avec ces gens-là parce que c'est pas possible qu'on continue dans ce rythme-là, car les chasses aux alentours sont impactées par les dégâts. S'il y a un chasseur qui fait un élevage de sangliers durant l'année, tous les autres chasses autour sont automatiquement impactées. Je demande à tous les chasseurs de faire une énorme pression dès le début des battues, c'est-à-dire à partir du 15 octobre. Et pour les chasseurs qui n'auraient pas fait l'effort suffisant, je pense qu'il faut leur demander ou exiger qu'ils fassent encore 3 battues en janvier sous contrôle des lieutenants de louveterie pour qu'ils ne fassent pas qu'ils ne donnent pas de consignes de tir, et pour qu'on tire le plus possible. Il y a une cinquantaine de chasses qui posent problème au niveau des dégâts sur l'ensemble du département. Donc nous, on demande des battues administratives, notamment sur les 10-15 où il y a le plus de dégâts. Parce que là, c'est quand même des surfaces très importantes avec des sommes pour les agriculteurs qui vont parfois jusqu'à 20 000 euros de dégâts. Pour un agriculteur, c'est énorme. C'est vrai que les chasseurs sont montrés du doigt, tout simplement, dès qu'il y a des dégâts, dès qu'il y a des accidents de gibier sur la route, il faut un coupable. Et le coupable, c'est un coupable tout désigné, c'est bien entendu les chasseurs. Mais sans rien connaître au problème de la chasse, sans connaître que s'il n'y avait pas les locataires de chasse, s'il n'y avait pas les chasseurs, il faudrait payer des gens pour réduire les effectifs du sanglier, en l'occurrence ici, ou les effectifs de grand gibier. Alors s'il fallait payer des gardes, professionnels à 35 heures par semaine, ça ferait très lourd. Et qui est-ce qui le payerait ? C'est la communauté, c'est les citoyens français qui seraient obligés de payer, ou chez nous, les citoyens alsaciens, mosellans. Les acteurs potentiels qui pourraient nous venir en aide, c'est effectivement l'État dans sa grande démarche, c'est les particuliers et toutes les associations de sauvegarde de la nature et ainsi de suite qu'il faudrait peut-être mettre à contribution pour payer ces dégâts de sangliers. Et je pense qu'aujourd'hui, il est inadmissible qu'on crée des réserves naturelles ou des espaces de non-chasse, alors en sachant qu'il y a pléthore de sangliers dans ces endroits-là. Donc si les gens, effectivement, veulent des animaux dans la forêt, veulent des espaces verts, il faut peut-être à ce moment-là qu'ils y contribuent financièrement.
Non, je ne pense pas que le système arrive à sa fin. Quand un chasseur prend une chasse, la loue en Alsace, en Moselle, eh ben, il sait très bien qu'il doit payer à ce fonds une certaine somme chaque année, voire plus s'il y a plus de dégâts. Et pour moi, franchement, il n'y a même pas à discuter, hein. Un chasseur sait très bien qu'il y aura des dégâts. Et la loi stipule qu'ils doivent payer les dégâts aux agriculteurs. L'avenir du fonds d'indemnisation, moi personnellement, je la vois un peu grise, même un peu noire sur les bords. Pourquoi? Parce que dans 2 ans, nous avons des adjudications des chasses. Et comme on entend un peu partout que les chasses vont baisser, les chasseurs ne sont plus prêts à mettre autant d'argent dans les dégâts de sanglier. Et que la taxe de 12% est directement liée au prix d'adjudication, si les chasses baissent de 40%, notre rentrée d'argent, notamment les 12%, baissera de 40%. Donc il faudra bien les compenser d'une manière ou d'une autre. Comment voulez-vous aujourd'hui prendre un lot de chasse ou une part de chasse qui est très chère, si vous n'êtes pas assuré d'avoir les revenus d'ici 5 ou 6 ans, puisque une adjudication de chasse, c'est un engagement sur 9 ans pour payer. Alors moi, je vais simplement dire aux chasseurs, pour les adjudications de chasse futures, je dis réfléchissez bien avant de vous engager pour 9 ans pour des sommes considérables. Ça, c'est un des arguments des chasseurs en disant oui, mais de toute façon, continuez comme ça, dans 2 ans, on n'arrivera plus à louer les chasses et tout ça. Oh, j'y crois pas du tout, hein. Ça, à chaque fois, tous les 9 ans, on nous sort la même rengaine. Ça m'étonnerait fort qu'il y a beaucoup de chasses qui vont rester sur le carreau. Que les prix diminuent, quelque part, nous, ça ne nous dérange pas. Et je pense que les chasseurs non plus. Maintenant, l'Alsace, c'est quand même quelque chose de très particulier au niveau de la chasse. Et il y aura toujours du monde qui voudra chasser en Alsace. Ça, j'en suis sûr et certain. Lorsque l'argent ne suffira plus localement à indemniser les agriculteurs, à ce moment bien, il faudra réfléchir à un autre système, et pourquoi pas le système national, qui est beaucoup plus contraignant pour les agriculteurs que le système local. Puisque des franchises de jusqu'à 80% sont appliquées à l'intérieur de la France. Nous, on veut rester absolument sur le régime local, hein. De toute façon pour la chasse, mais aussi pour tout le reste. C'est très important pour nous. Disons sur les négociations, par exemple, nous on négocie sur les rendements qu'on fait chez nous dans le département, sur les prix qui sont pratiquement dans le département. Sur le reste de la France, c'est national, quoi. Donc si nous on part sur du national, automatiquement on serait un petit peu perdant dans l'histoire, hein. Donc, et en plus, on a vraiment un lien direct avec nos organisations de chasseurs, ce qui n'est pas toujours évident dans d'autres départements. Voilà, donc on est obligé de discuter avec eux. Des solutions à apporter, j'en vois pas beaucoup, parce que le sanglier, comme dit, est en augmentation. Les chasseurs en diminution, donc c'est difficile de trouver quelque chose de correct. Là, je lance un appel à la fédération, hein, parce que quand on regarde ce qui se passe dans le monde agricole, nous, on a les jeunes agriculteurs. Si on n'avait pas les jeunes agriculteurs, il n'y aurait peut-être pas la FDSA ou d'autres organismes, hein, voilà. Donc, pourquoi pas qu'ils créent quelque chose vraiment pour motiver des jeunes à rentrer dans les chasses. Parce que, à mon avis, il faut faire un effort de leur côté pour les intégrer dans des chasses, dans des véritables chasses. Tirer plus, c'est facile à dire, c'est moins facile à faire, parce que nous avons aussi des contraintes en ce qui s'agit du tir, des contraintes administratives, des contraintes d'organisation chez différents chasseurs. Donc, je pense plutôt qu'effectivement l'avenir est plutôt gris.
Si on arriverait à ce que les agriculteurs et les chasseurs sur le terrain, par exemple un chasseur qui loue une chasse communale, il a 5-6 agriculteurs, qu'il arrive à discuter avec eux, que les agriculteurs discutent avec le chasseur pour dire voilà, là, le long de la forêt, ce serait bien de ne pas mettre les 6 rangées de maïs. De toute manière, ils ne vont pas donner grand-chose. On met une bande enherbée pour que nous, on puisse plus facilement chasser le sanglier. Je pense que ça, c'est des choses qu'il faudrait arriver à mettre en place sur le terrain. Et ça faciliterait déjà le travail des chasseurs. Et en plus, la relation chasseur-agriculteur, à mon avis, serait facilitée dans le temps.